Bonjour YouTube. Qu'est-ce que tu fais encore avec ce petit chaton? Tu la tortures. C'est pas gentil, je sais pas si on la verra. Alors on distingue vite fait une tête. Non, non. Ah oui, là on la voit vite fait. On voit vite fait ce petit chaton. Bonjour YouTube. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle soirée Contes et légendes. On finit les contes médiévaux ce soir. Il nous en reste 3 si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier. Forcément, c'est au début et pas à la fin. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Non, il en reste 2, pardon. Il reste Beowulf et Robin des Bois. Pardon, mademoiselle, j'ai envie de me moucher. Touc. Elle m'est passée dessus. Allez, je vous propose de démarrer tout de suite. Comme dit, les deux contes qu'il nous reste à lire ce soir. On commence par Beowulf. Pas le film. Vu que je confonds toujours entre Christophe Lambert et Lambert Wilson. Je crois que c'est Christophe Lambert. Si je tape Beowulf. Film. Il y en a plusieurs en plus. Donc je veux pas la version de 2007. La version de 99. Christophe Lambert. Voilà. Avec monsieur Christophe Lambert. À chaque fois, je confonds Lambert Wilson et Christophe Lambert. Surtout juste à cause du prénom. Donc, allez. Donc, Beowulf. D'après un poème épique anonyme. Dans les terres du Nord vivaient de valeureux guerriers. Ils faisaient la guerre, puis la fête. Ils aimaient avec fureur et se battaient avec passion. Écoutez l'histoire de Beowulf, qui défia les esprits des glaces et le dragon cracheur de feu. Je vais écorcher des noms, je vous le dis tout de suite. Le roi Rougar, du Danemark, était bon et valeureux. Pour son clan et ses chevaliers, il avait bâti le grand palais de Éoroth. Dans ce palais, il avait fait construire une pièce immense, plus vaste que toutes les autres. C'était une salle où il pouvait partager ses richesses et ses trésors avec son peuple, et où il pouvait chanter ses nombreuses victoires avec ses guerriers. Mais un esprit malfaisant, un être difforme et monstrueux, vivait dans une grotte non loin de là. Ce monstre, qui s'appelait Grendel, aimait vivre dans les ténèbres. Les échos de la fête et les chants qui montaient du palais du roi Rougar lui étaient insupportables. Tous les soirs, il maudissait les fêtards et se tapait la tête contre la pierre de sa grotte. Un soir, alors que les chevaliers étaient tous réunis pour festoyer, Grendel, n'y tenant plus, sortit de son antre et fit irruption dans la grande salle. Après avoir arraché la porte de ses gonds, il tua la moitié des convives. Certains des guerriers présents ce jour-là étaient parmi les plus forts et les plus courageux du royaume. Pourtant, personne ne put l'arrêter. Au matin, alors qu'on comptait les victimes, le roi prit une décision. Il n'y aurait plus de fête dans la grande salle de Éoroth. On n'y entendrait plus ni le chant des guerriers, ni le tintement des verres qui trinquaient à la victoire. Il ne fallait plus provoquer la colère de Grendel. À compter de ce jour, le royaume ne connut plus ni la paix, ni le bonheur. Il y a un grand chat qui arrive, donc je vais attendre un petit peu. Monsieur Grand Chat, je suis en train de lire. Est-ce que cela vous dérangerait? Ouah! Bonjour à Monsieur Grand Chat.
Le roi perdit sa réputation de monarque solide, fiable et généreux. Les voisins s'en méfiaient, les chevaliers le quittaient, les richesses venaient à manquer. Non loin de là, Beowulf, chevalier de Hygelac, était le plus vaillant et le plus fort de tous les Goths. Son père avait été jadis, quand il vivait encore, un ami de Rougar. Apprenant que ce roi valeureux avait besoin d'aide, Beowulf décida d'aller le sauver. Il pourrait ainsi prouver sa valeur. Il rassembla 15 de ses meilleurs hommes et choisit le plus fiable de ses dracars. Puis, il navigua jusqu'au Danemark et se fit annoncer. Rougar, roi de Éoroth, se tenait sur son trône, dans l'immense salle, où jadis avaient retenti les rires et les chants de son clan. Il était entouré de ses chevaliers, et sa reine était à ses côtés, vêtue de cuir et de fourrure. « Salut, ô Rougar, dit Beowulf. J'appartiens au clan de Hygelac, et je suis son chevalier. Tu as sûrement entendu parler de mes exploits. Moi, j'ai entendu parler de tes soucis. De l'autre côté de la mer, les marins racontent que cette salle magnifique devient déserte chaque soir après la fin du crépuscule. Les sages m'ont conseillé de venir te trouver, parce qu'ils connaissent ma force et qu'ils ont eux-mêmes été témoins de mes faits d'armes. J'ai anéanti la race des géants, et j'ai tué de nuit, sur les mers glacées, les esprits des eaux. J'ai vengé les Goths de toutes les attaques qu'ils ont subies. Aujourd'hui, je suis là pour anéantir Grendel. Beowulf, répondit le roi, sois le bienvenu. Je salue ta bravoure et j'apprécie ton geste d'amitié. Mais le monstre est impossible à tuer, car aucune épée ne peut l'atteindre. Les armes ne lui font aucun mal. Je te jure que si tu me laisses essayer, je tuerai Grendel à main nue, sans épée et sans bouclier. Les conseillers du roi le pressaient de refuser. Mais la reine, impressionnée, le supplia de laisser Beowulf affronter le géant. « D'accord, répondit le roi. Et si tu échoues, je te promets de porter ta côte de maille sur tes terres, pour qu'on se souvienne de tes exploits, de ton nom. Si tu réussis, aucune richesse ne sera trop belle pour toi. » Quand le soleil tomba dans la mer, le roi et sa suite laissèrent Beowulf et ses chevaliers seuls dans la pièce immense, au centre de laquelle brûlait encore un brasier. Beowulf se dévêtit entièrement, car il voulait affronter le monstre d'égal à égal, au corps à corps. Pour attirer Grendel, il demanda à ses guerriers de chanter et de faire du bruit. Dans les marais, sous les montagnes brumeuses, Grendel se reposait, mais les chants et les rires parvinrent jusqu'à ses oreilles, et ce bruit insupportable lui donna la force de sortir de son antre pour assouvir sa soif de sang. D'un seul coup d'épaule, il brisa la lourde porte, solidement barricadée. Il s'arrêta sur le seuil de la grande salle. Les hommes de Beowulf faisaient semblant de dormir. Il avait bon espoir de les tuer tous avant la fin de la nuit, mais c'était sans compter sur Beowulf. Le héros saisit le bras du monstre et s'y accrocha. La lutte qui s'ensuivit est restée dans les mémoires, car même ceux qui n'étaient pas présents se souviennent des tremblements de l'édifice qui résonnèrent à des kilomètres à la ronde. Les hommes de Beowulf tentèrent d'aider leur maître à coups d'épée et de hache, mais les armes restaient impuissantes. Elles n'atteignaient pas le monstre. Beowulf tenait bon. Il ne relâchait pas sa proie, et il se battit si vaillamment qu'il finit par vaincre Grendel. Le lendemain, tout le pays se rassembla pour honorer Beowulf et fêter sa victoire sur Grendel.
Pendant une semaine, on entendit rire et chanter, comme autrefois. Mais le 7e soir, la mère de Grendel, une ogresse, vint réclamer vengeance. Elle était folle de douleur, et dans sa fureur, elle tua Aesker, le guerrier le plus fidèle du roi Rougar. Elle retourna ensuite dans sa cachette, sous un bras de mer dont les eaux, en hiver comme en été, étaient toujours noires et glacées. Les guerriers se réunirent autour du roi et de la reine, dans la grande salle. Beowulf annonça qu'il descendrait sous la mer, là où vivait l'ogresse, et qu'il la tuerait. Or, il y avait parmi les proches du roi un honnête et brave chevalier qui possédait Hrunting, l'une des meilleures épées du pays. Solennellement, il offrit son arme à Beowulf, et tous les chevaliers accompagnèrent le héros au pied de la falaise, à l'entrée d'une grotte qui s'ouvrait sur un long corridor de pierre. C'était là le chemin ancestral pour gagner les profondeurs. Beowulf voyagea pendant un jour entier, s'enfonçant toujours plus sous la mer. L'ogresse, qui l'attendait pour le tuer, vint alors à sa rencontre. Mais Beowulf le savait, et il était prêt à se battre. Elle le saisit et se mit à le tirer derrière elle, l'entraînant sous l'eau, toujours plus loin, là où plus aucune lumière ne pouvait les atteindre. C'est là qu'était son antre, une grotte située au plus profond des mers. Beowulf sortit son épée et commença à se battre. Mais son arme ne pouvait rien contre l'ogresse, car elle frappait sans jamais la blesser. Alors il lâcha Hrunting et se prépara à mener le combat avec ses poings. L'ogresse se jeta sur lui et ils roulèrent sur le sol. Comme elle commençait à avoir l'avantage, l'ogresse sortit un couteau qu'elle tenta de plonger dans le cœur de Beowulf. Elle était d'une force surhumaine, et le désir de vengeance la rendait plus furieuse encore. Mais le guerrier portait une armée forgée par les meilleurs artisans, et bénie par la plus douée des enchantresses. Alors qu'il luttait au corps à corps sur le sol vaseux, Beowulf vit une immense épée accrochée au mur. C'était l'une des épées confisquées par l'ogresse à ses victimes. Une épée millénaire, forgée par un géant pour un géant. Elle n'était pas à taille humaine, mais Beowulf s'en saisit par la garde et frappa son ennemi qui tomba, vaincu. Beowulf nagea ensuite dans les eaux sombres pour regagner la surface, emmenant l'épée. C'est alors que sa lame, qui avait touché le sang empoisonné de l'ogresse, se mit à fondre. Très vite, il ne resta plus que la garde. L'eau bouillonnait quand Beowulf revint à la surface, victorieux, brandissant la garde de l'épée des géants. Rougar, reconnaissant, le couvrit d'or et de gloire. Après plusieurs nuits et plusieurs jours de festin, Beowulf remonta sur son drakkar et prit la route du retour. Il laissait à Éoroth le souvenir de ses exploits. Attendez, je fais une petite pause parce que je connais un grand chat qui est de retour qui va sûrement vouloir monter. Ah non, il est dans sa caisse. En arrivant sur les terres de ses ancêtres, Beowulf déposa son butin aux pieds de son roi. Il lui offrit la garde de l'épée des géants, la côte de mailles qu'il avait sauvée de l'ogresse, et 4 chevaux. À la reine, il offrit un collier de pierres précieuses et 3 beaux coursiers scellés. Devant toute l'assemblée de guerriers, Hygelac salua sa bravoure et lui remit l'épée de Réthel, qui était l'épée la plus précieuse chez les Goths. Ensuite,
Il lui donna un trésor, un château, et l'honora du titre de prince. Lorsqu'Hygelac mourut, après un long règne marqué par la sagesse et l'honneur, Beowulf devint roi à son tour. Craint, admiré et aimé, il régna sur la Gothie pendant 50 hivers. Mais au 51e hiver, un dragon commença à régner sur les nuits noires. Cela faisait 300 ans que ce dragon dormait, veillant sur un trésor enfui au fond d'une grotte, seulement accessible par une crique cachée à la vue des hommes. Cette année-là, un esclave enfui eut le malheur de chercher refuge dans l'antre du dragon, où il trouva le trésor. Il rapporta à Beowulf une coupe en or en échange de sa liberté. Hélas, le dragon se réveilla et comprit que sa tanière avait été visitée. Le soir même, il déclara la guerre au peuple goth. Le jour, il frémissait de joie en sentant l'appel de la bataille. La nuit, il brûlait les villages et terrorisait les habitants. Beowulf, devenu vieux, sentait que son heure était venue. Il trouvait honorable de partir au cours d'un dernier combat. Il fit forger un bouclier de bronze, car un bouclier de bois ne serait d'aucune utilité contre les flammes d'un dragon. Puis, il rassembla ses hommes et il leur fit une dernière fois le récit de ses exploits passés. Il raconta comment il avait terrassé Grendel, comment il avait suivi sous la mer l'ogresse assoiffée de vengeance, comment ensuite il avait été fidèle à son roi et avait attendu qu'il meure de sa belle mort pour prendre sa place sur le trône. Il se fit accompagner près des rochers, où il saurait trouver seul l'entrée de la demeure du dragon. Je n'affronterais pas le dragon si je pensais qu'il y avait une autre solution. Mais je sais que cette main et cette épée, tant de fois victorieuses, sont les seuls à pouvoir vaincre un tel monstre. Vous, réfugiez-vous sur la montagne et regardez le combat. Regardez votre roi reprendre le trésor ou mourir en héros. Il se plaça à l'entrée du couloir de pierre qui menait à la cachette du dragon, mais il lui était impossible d'avancer. Les murs incandescents étaient encore rouges des flammes crachées par la bête. S'il allait plus loin, il mourrait brûlé avant d'avoir affronté son ennemi. Alors, il l'appela. Il le provoqua, encore et encore. Le dragon vint enfin, précédé par un souffle chaud et des cris effrayants. Beowulf brandit son bouclier et attendit, prêt à affronter la bête qui avançait en crachant des flammes. Le duel eut lieu sur la lande. Beowulf frappa une première fois, mais son épée lui fit défaut. La lame ne s'enfonça pas suffisamment dans la chair pour tuer. Le dragon était furieux et se mit à vomir des flammes en tournant sur lui-même. Le guerrier, enfermé dans un cercle de feu, sut que sa fin était proche. Parmi les chevaliers réunis sur la montagne, il en était un encore plus valeureux que les autres. Il s'appelait Wiglaf. Voyant son seigneur en danger, il décida de se porter à son secours. Il traversa le cercle de feu et rejoignit son roi, qui l'encouragea de ces mots. « Souviens-toi de tes exploits. Souviens-toi que jamais tu n'as manqué de courage quand il a fallu te battre pour l'honneur. N'abandonne pas, je suis à tes côtés. » Alors Beowulf trouva la force de frapper une nouvelle fois le dragon à la tête. Et son épée se brisa sur les écailles de la bête.
Les flammes consumaient le bouclier de Wiglaf, qui se réfugia sous celui de son roi. Les deux hommes livrèrent ensemble leur dernière bataille. Le dragon frappa Beowulf, dont l'épée s'était brisée. Alors Wiglaf planta son arme dans le cou de la bête. Beowulf sortit son couteau et transperça son ventre. Le dragon s'effondra, mort, sur l'herbe calcinée. Beowulf, cependant, était blessé et souffrait de ses brûlures. Wiglaf baigna son corps dans la mer, dans l'espoir d'apaiser ses brûlures. Il lui parlait, revivait avec lui les moments du combat. Mais le venin du dragon avait gagné le sang de Beowulf et l'empoisonnait. Beowulf supplia Wiglaf d'aller chercher le trésor. C'est ainsi que le grand roi mourut, au milieu des richesses qu'il avait gagnées en les payant de sa vie, et qu'il offrait à la gloire de son peuple. Les Goths firent un brasier, comme il convenait en ce temps-là, et ils honorèrent la dépouille de leur roi. Les chevaliers chevauchèrent autour de ce brasier, pleurant leur maître, chantant ses louanges et racontant ses exploits. Puis, ils firent bâtir un large tombeau sur la colline, et l'entourèrent de murailles, de manière à ce qu'il soit bien visible de la mer. Ils enfuirent avec le corps les bracelets et les colliers, et tous les trésors pris dans l'antre du dragon. Ils confièrent ces bijoux à la terre, où ils sont encore aujourd'hui, aussi inutiles aux hommes qu'ils l'ont été jadis. C'est ainsi que les Goths rendirent hommage au plus courageux des guerriers et au plus bienveillant des princes. Alors, par contre, décider de baigner quelqu'un dans la mer pour soulager ses brûlures, il a dû tellement souffrir. Imagine de l'eau salée sur une belle brûlure. Aïe aïe aïe. Ça doit vraiment pas être le truc le plus agréable du monde. Très loin de là, même. En bas, mademoiselle. Ah. Est-ce que je peux vous confier une petite mademoiselle chat qui ne fait que des bêtises? Ou est-ce que tu la veux pour toi, Pauline? Non, je la donne à quelqu'un du chat? Petit chaton à donner? Non. Quoi, non? Attends, vous voulez pas, donc moi je la donne à quelqu'un du chat. Sur YouTube, si quelqu'un veut ce petit chat. Donne-moi mon bébé. Oh merde. Elle a pas envie. Ah bah bien sûr qu'elle a pas envie. Elle veut se barrer. Ah, je vous jure, ce chat. Tu sens tous les muscles qui se raidissent. Ouais, elle a pas envie. Ah, mais elle fait de la caca depuis tout à l'heure. Je sais pas ce qu'elle fait, donc... Envie. Elle a vraiment pas envie. Donc si quelqu'un de YouTube la veut, hein, vous pouvez m'envoyer un MP sur Twitch. Ou alors Pauline, tu m'envoies un MP avant, histoire qu'elle soit définitivement à toi. Où tu vois qu'elle est... Elle est à moi. Elle est à toi. Bon d'accord, ok. Bon finalement, Twitch, YouTube, sachez que ce petit chat n'est pas à donner. Par contre, elle est pas con... Ah, ouais, elle cherche le curseur. Elle est en train de pourchasser le curseur à travers tout l'écran.
Non, là-bas, elle le voit plus. Il survient. Ouais, là, elle l'a vu. Ah, je vous jure. Irrécupérable. Clairement irrécupérable. Allez! Je propose de finir la soirée avec un dernier conte. Oui, ça sera une soirée très courte aujourd'hui. Hein. Je peux déjà vous annoncer la soirée du mois prochain. Bah, du mois de septembre. Non, parce que le mois prochain, c'est déjà le mois de septembre. La soirée du 29. Parce que là, j'avais décalé. Normalement, cette soirée-là devait être le 25. Mais vu qu'il y avait la fin de Project Zomboid, je l'ai décalé au 1er septembre. Donc le 29 septembre, normalement, on commence les contes de la mer. Des contes issus de la mer. Yes. Et je vais essayer. Et je sais que ça fait un moment que j'en parle, mais pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé. Je vais essayer de trouver pour le mois d'octobre-novembre des contes un peu horreur, histoire on va dire de surfer sur Halloween. Pour l'instant, je n'y arrive pas. J'arrive pas à trouver. Cela m'enquiquine un petit peu. Faut que je continue mes recherches. On va voir. Allez, propose le dernier conte de la soirée. Un conte ultra connu qui lui aussi a eu beaucoup d'adaptations. C'est Robin des Bois. Alors j'aime bien, il y a écrit d'après une légende anglaise et on a déjà une petite note de bas de page qui nous dit: la version choisie ici s'inspire des deux romans, Le Prince des voleurs et Robin Hood, le proscrit d'Alexandre Dumas. Je ne savais même pas que Dumas avait fait un bouquin sur Robin des Bois, sérieusement. Attendez, je tape Dumas, Robin des Bois. Ma connexion n'a pas envie. En plus, ce soir, c'est ça qui est beau. Ah ouais. Effectivement. Alors attendez, j'ai un problème. Parce que là, eux, ils m'annoncent que, soi-disant, le livre de Robin des Bois d'Alexandre Dumas s'appelle Robin des Bois, le prince des voleurs. Pas un petit peu un souci Robin des Bois, le prince des voleurs. Et si je tape juste le prince des voleurs? Non, sinon il me propose le prince des voleurs Alexandre Dumas. À moins que... Non, il me parle d'un truc de 2003. Oui, non, ça n'a rien à voir. Bah, je comprends pas. Parce que les deux sont soi-disant écrits par Dumas. Je comprends pas. Bref. Bref. Passons. Donc, Robin des Bois. Partons maintenant pour la forêt de Sherwood. Nous y retrouvons Sieur Robin, qui était un gentilhomme des bois, un archer hors pair, et le prince des voleurs. Il faisait très froid ce soir-là dans la forêt de Sherwood. Le sol gelait crissé sous les pas de deux hommes qui tentaient d'atteindre le but de leur voyage avant la nuit. Il se rend... Non, je viens de bugger parce qu'il manque un S à il. Il se rendait à la clairière où Gilbert Head et sa femme Marguerite avaient bâti leur chaumière. Petite, mais chaleureuse, la maison servait parfois de relais aux voyageurs qui traversaient la forêt. Les deux hommes, cachés sous de grands capuchons sombres, avaient chevauché tout le jour. Ils étaient épuisés et affamés lorsqu'ils frappèrent à la porte du bon Gilbert. « Qui va là ?» demanda le brave homme. « C'est moi, Roland, le frère de ta femme Marguerite. Ouvre donc !» Gilbert, qui n'avait plus vu son beau-frère depuis plus de 10 ans, s'empressa d'ouvrir la porte. Roland Ritson, on va dire, s'engouffra alors dans la pièce que réchauffait un feu de cheminée. Le bon Gilbert serra son parent dans ses bras, avant de se tourner vers l'homme qui l'accompagnait. À en croire sa mise et son allure, c'était un seigneur, visiblement de haute naissance. « Entrez, entrez !» les invita le brave Gilbert Head,
tandis que Marguerite versait dans des bols du vin chaud aux épices. « Racontez-moi ce qui vous amène dans la forêt de Sherwood. » Sans un mot, le gentilhomme ouvrit alors en grand les pans de son vaste manteau et tendit à Marguerite un petit paquet emballé. Marguerite prit le paquet et défit les nœuds qui retenaient les couvertures. Sous les yeux ébahis de son mari, le paquet se mit à brailler. C'était un nourrisson. Marguerite prit soin du bébé et le mit au chaud, et le Seigneur leur expliqua enfin, à elle et son mari, ce qu'on attendait d'eux. L'enfant était le fils de l'un de ses amis, tombé au combat. La mère, une Française de petite noblesse, était morte en couches. La famille ne voulait pas reconnaître l'orphelin, qui se trouvait dépossédé de son titre. Le Seigneur promit à Gilbert de lui verser chaque année une coquette somme d'or, s'il acceptait d'élever l'enfant comme son fils. C'est ainsi que Robin, malgré la noblesse de son sang, grandit comme un paysan, heureux et aimé, dans le foyer de Gilbert et Marguerite Head. Les années passèrent, et Robin devint un beau jeune homme. Il connaissait la forêt comme sa poche, et avait la réputation d'être le meilleur archer à des lieux à la ronde. Les bois, à cette époque, étaient un repère de bandits qui tentaient d'échapper à la justice, et qui trouvaient là, à la faveur de la nuit, bien des voyageurs à détrousser. Avec son arc, Robin chassait aussi bien le gibier que les malandrins. D'ailleurs, les hors-la-loi se passaient le mot. Mieux valait éviter les alentours de la maison du vieux Gilbert. Par un après-midi d'automne, comme Robin flânait dans la forêt, cherchant des champignons et poursuivant les lapins, il entendit un cri de femme. Le jeune garçon se précipita vers les cris et avisa 2 cavaliers, un homme et une jeune fille, arrêtés net au milieu du chemin. Une flèche était plantée dans la selle de la demoiselle. De là où il était, Robin pouvait embrasser toute la Seine. Les 2 voyageurs, de bonne naissance, tous 2 montés sur des chevaux de race, et un hors-la-loi au visage rude, qui les tenait en joue avec un arc mal fagoté. Robin banda le sien et attendit. Le malandrin, sortant de sa cachette, se planta au milieu du chemin et menaça les voyageurs. La jeune fille, blanche de peur, tenait bon sur sa monture qui piaffait nerveusement. Sans attendre, Robin décrocha une flèche qui emporta le chapeau du bandit et alla se planter dans l'arbre le plus proche. Le brigand se tourna alors vers lui, prêt à tirer. Robin décrocha une 2e flèche. Il aurait pu tuer sans peine ce coquin, mais Robin préférait toujours donner une bonne leçon au gredin de son espèce, espérant qu'il se repentirait et trouverait une autre voie dans la vie que détrousser les voyageurs. La flèche de Robin se planta sur l'arc de son adversaire, à quelques millimètres seulement de sa tête. Le hors-la-loi détala sans demander son reste, et Robin fut sur le point d'éclater de rire. Mais à cet instant, il croisa le regard de la jeune fille. Cachée sous un grand manteau de soie, dont la capuche couvrait sa tête, elle n'offrait à la vue que 2 yeux noirs, et quelques éclats d'une peau blanche et douce comme une rose. Ce regard pétrifia Robin. Jamais il n'avait vu de plus beaux yeux que ceux-là. Les 2 voyageurs descendirent de cheval et le remercièrent. « Je suis Alan Clare, et voici ma sœur Marianne. Et vous, jeune homme, je crois que nous vous devons la vie. Dites-moi votre nom, et acceptez ce sac rempli de pièces d'or. »« Je ne veux pas de votre or, » répondit le forestier, piqué au vif.
Mon nom est Robin, et je suis sans aucun doute le seigneur de cette partie de la forêt. Je règne en maître sur les biches et les écureuils. En outre, je fais respecter la loi, comme vous avez pu le constater. Messire Alan Clare éclata de rire, et la jeune Marianne, sa sœur, commença à se détendre. Sans aucun doute, leur bonne fortune leur avait fait rencontrer un garçon fort sympathique et utile. Car, à vrai dire, ils étaient perdus, et bien perdus. « Où allez-vous comme ça ?» demanda Robin. « Nous allons au château de Nottingham, chez le baron Fitz-Halloween, shérif de Nottingham, » répondit Alan Clare. « Parbleu, mais pourquoi ?» demanda Robin ébahi. « Voilà un endroit à éviter si l'on veut garder sa raison et sa bonne humeur. Le baron est méchant, irascible, volontiers cruel. Qui pourrait bien vouloir chercher sa compagnie ? Mon frère, répondit Marianne, n'osera jamais vous l'avouer. Alors permettez que je parle pour lui. Il est amoureux de Dame Christabel, la fille de Fitz-Halloween, depuis qu'ils se sont rencontrés à Londres l'été dernier. Nous allons de ce pas lui demander sa main. » Contre toute attente, Robin éclata de rire. « Dans ce cas, il vaudrait mieux que vous repreniez des forces. Une entrevue avec cet horrible personnage est toujours une épreuve. D'ailleurs, vous êtes bien loin du château. Trop loin pour l'atteindre avant la nuit. Acceptez de reposer ce soir chez mes parents, dans notre modeste demeure, et je vous ferai dès demain escorte jusqu'au château de Nottingham. » Oups. C'est ainsi que messire Alan Clare et sa noble sœur passèrent une douce soirée devant l'âtre de Marguerite. Il y eut du gibier pour le dîner, et du vin chaud aux épices pour réchauffer les cœurs. Marianne, rougissante, ne pouvait s'empêcher de regarder Robin. Et Robin, avec la candeur de la jeunesse, oubliait que la jeune fille était de haute naissance. Il faisait tout pour lui plaire, racontant ses plus hauts faits de chasse, ou comment il avait un jour poursuivi 2 hommes du baron Fitz-Halloween, venus pour réclamer un impôt à Gilbert. « Je les ai renvoyés au château, chacun avec une flèche dans le derrière, dit-il. » Et la compagnie éclata de rire. Mais soudain, on frappa à la porte des coups tellement forts que Marianne, instinctivement, se blottit contre Robin. Le jeune homme l'amena dans la pièce voisine et saisit son arc. Tandis qu'Alan Clare sortait son épée, Robin montait 4 à 4 les marches menant au second étage. Du couloir qui donnait sur les chambres, il avait une vue plongeante sur la porte, et un avantage certain sur ceux qui tenteraient d'entrer de force dans la maison. Gilbert, bravement, demanda d'une voix forte. « Qui va là ? C'est moi, frère Tuck. Ouvrez, parbleu. J'ai à mes trousses une meute de loups et autant de bandits prêts à me faire la peau. » En éclatant de rire, Gilbert ouvrit la porte et le prêtre pénétra en trombe dans la pièce. Messire Alan et Marianne eurent alors la surprise de découvrir un moine grand et bien bâti, au visage franc et sympathique. « J'ai bien cru que je n'arriverais jamais jusqu'à vous !» s'exclama l'homme de Dieu. Puis, il se servit un grand bol de vin chaud, avant de s'écrouler sur un lit de paille, où il s'endormit en ronflant. « Et coucou Ézéchiel, comment ça va ?» Frère Tuck était le confesseur de Dame Christabel, et il se rendait lui aussi au château de Nottingham. Le lendemain, il fut décidé que Miss Marianne attendrait chez Gilbert Head le retour de son frère. Elle était en bonne compagnie, avec Marguerite, et pourrait ainsi se reposer des rigueurs du voyage. En outre, le vieux Fitz-Halloween n'était pas réputé pour son hospitalité, et le château était sinistre. Ça va tranquille, merci. Oui, on est sur le dernier conte déjà de la soirée qui est effectivement Robin des Bois. Robin, Alan Clare et frère Tuck se mirent donc en route. Tu me on dit tous frère Tuck, ça pourrait être frère Tuck.
Robin ouvrait le chemin, partant souvent au devant pour vérifier que la voie était libre. Frère Tuck marchait en dernier et agrémentait la compagnie de chansons d'amour, qui, si elles étaient un peu surprenantes dans la bouche d'un moine, n'en étaient pas moins agréables à entendre, car Frère Tuck avait une belle voix qui portait loin et sonnait clair. Ils arrivèrent au château à la nuit tombante. La masse noire de la sinistre forteresse se dressait devant eux. Alan Clare frissonna. Non, il ne frissonna pas, il frissonna. Il avait hâte d'épouser Christabel et de la soustraire à cette vie de solitude, aux côtés d'un père colérique et entouré de soldats rustres et violents. Quand on songe que la demoiselle avait pour seule compagnie féminine la fille du gardien, Maud, qui faisait office de femme de chambre, c'est elle d'ailleurs qui les accueillit à leur arrivée. Son père, reconnaissant Frère Tuck, ouvrit le pont-levis sans faire d'histoire. La jolie Maud installa les visiteurs aux cuisines, leur fit servir un repas et courut prévenir sa maîtresse. Mais Sir Alan Clare était arrivé. Dame Christabel était pâle. Depuis quelque temps, elle oubliait souvent de manger et dormait très mal. Le château, parcouru de courants d'air, résonnait chaque nuit des pas des hommes de garde qui faisaient leur ronde sur les remparts. Elle n'osait plus espérer qu'Alan Clare vienne enfin la chercher. Quand elle apprit qu'il était là, en compagnie de Frère Tuck et d'un forestier nommé Robin, ses yeux retrouvèrent leur éclat. Et pour la première fois depuis des semaines, Maud vit un peu de couleur monter aux joues de sa maîtresse. Et coucou Xentos! Écoute, je pense que ça va mieux que toi, mais mes petits petons vont très bien. Je suppose que les tiens sont encore rouges, enflés, douloureux, alors que les miens vont très bien. Malgré la piscine de ce matin, ils vont très bien. Fais-les venir dans ma chambre, dit-elle à Maud. Je veux les voir immédiatement. Je ne puis attendre demain qu'ils demandent audience à mon père. C'était hier soir. Hier soir, on a été au resto, on a mangé indien avec Pauline. J'ai mangé indien et j'ai mangé un d'eux, comme a dit Jean-Benoît. Donc, c'était fort bon, comme d'habitude. C'était un peu pour fêter aussi le... Ah, enfin, je voulais un peu fêter mon anniversaire et en même temps le fait que je reprenais le boulot. C'est vrai qu'on n'avait pas vraiment fait quelque chose comme ça. Donc, je m'étais dit, allez, vas-y, j'avais envie... On en a profité. Et l'autre, il a fait un bain de pied avec du sel, histoire de bien s'apaiser les pieds. Tu peux l'avouer, hein, Xentos, que t'as fait un bain de pied avec du sel, avec du gros sel. Et si vraiment vous avez les pieds en mauvais état, franchement, faites-le. Le pire, c'est que ça aide vraiment. J'en étais à... Madame, c'est très risqué. Si le vieux... Je veux dire, si votre père l'apprend, il va encore se mettre dans l'une de ses célèbres colères. Prenons le risque. Je souhaite tellement voir Alan, et je désire tant rencontrer du monde. Même le frère Tuck me semble la plus douce compagnie qui soit. Et oui. Comme quoi. Ça, c'est un truc qui me manque, je vous avouerai, avoir un bain. Et pouvoir juste me dire, je plonge dans un bain. Et je fais rien. Ça va, Fox? Ça a l'air d'aller. Tu fais un petit bruit. D'ailleurs, je vais faire un truc. Yeah. Allez, continuons. Maud s'en alla alors prévenir les 3 visiteurs que sa maîtresse voulait les recevoir séants, mais qu'ils devaient prendre garde à ne faire aucun bruit. Les sons se répercutaient dans les couloirs du château. Les 3 compagnons suivirent la jolie demoiselle, qui éclairait leur marche à la bougie plutôt qu'au flambeau, pour plus de discrétion. Ils arrivèrent enfin dans les appartements de Christabel, qui se jeta au cou de son fiancé.
Frère Tuck, qui aurait dû veiller au salut de l'âme de la jeune baronne, préférait faire le guet à la porte avec Maud, qu'il s'amusait à taquiner. Quant à Robin, il profitait de l'aventure, heureux de pouvoir se mettre au service de l'amour. D'ailleurs, tout cela ne faisait qu'enflammer plus encore son cœur, qui battait pour la belle Marianne. Ah, Marianne, que faisait-elle pendant ce temps? Pensait-elle à lui comme il pensait à elle? Dans la bille, il y avait les frères Tic-Tac, Toc et Tuck. Avant que l'autre alternant parte, là il est en congé révision et après il sera de retour à l'école avant je vais y arriver. Sa soutenance le 13. Il y a un collègue qui nous a croisés, qui nous a appelé Tic et Tac. On était en mode ok, très bizarre. Soit. Mais tu peux être très gai. Les curés peuvent être très gais s'ils sont tous très joyeux, c'est tout. Il fut soudain tiré de sa rêverie par les rugissements du maître des lieux et par le bruit de ses pas énervés sur la pierre froide des corridors et le cliquetis des armes de sa garde. Comme une tornade, le père de Christabel, le sinistre baron Fitz-Alwyn, entra dans la chambre au moment même où les deux fiancés, après s'être échangé des serments d'amour éternels, se prenaient dans les bras. « Horreur, damnation! Que faites-vous au milieu de la nuit dans la chambre de ma fille ?»« Milieu de la nuit, vous exagérez, il est à peine 8 heures, » tenta de plaisanter Robin. Mais le vieil homme était dans une telle colère qu'il ne l'entendit même pas. « Et vous, frère Tuck, je vous croyais un homme de Dieu. » « Je vais tout vous expliquer, balbutia messire Alan Clare. Mais revenons un peu dans la forêt de Sherwood et rejoignons la jolie Marianne. Elle se trouvait pour l'heure dans une bien mauvaise situation. Plus tôt dans l'après-midi, comme ses hôtes se reposaient des émotions de la journée, elle avait décidé de s'offrir une petite promenade en compagnie de Lance, le chien de la maison. Hélas, ses pas l'avaient menée plus loin que prévu, et la nuit était tombée. La pauvre demoiselle, qui n'avait connu que la ville, aurait bien été incapable de s'y retrouver dans une forêt aussi dense que celle de Sherwood. S'adossant à un tronc d'arbre, elle s'était résolue à attendre le lever du jour, cachée sous un tapis de feuilles et blottie contre Lance. Soudain, des branches crissèrent tout près d'elle, et le chien se mit à gronder. Terrifiée, Miss Marianne ferma les yeux, espérant que le danger partirait de lui-même. Mais quand elle les ouvrit à nouveau, elle découvrit, à quelques centimètres de son visage, la face sale et hideuse d'un hors-la-loi, ces bandits de la forêt. Elle poussa un hurlement. À Nottingham, le baron n'écouta aucun des arguments présentés par Alan et défendus par frère Tuck, qui, en sa qualité d'homme de Dieu, tentait de l'amadouer. Rien n'y fit. Christabel était déjà bien promise à un riche seigneur qui vivait à Londres. Certes, il avait le double de son âge, mais des terres avaient été négociées, et Fitz-Alwyn ne reviendrait pas sur cet arrangement. En entendant cela, Christabel éclata en sanglots. Le baron la tira par le bras pour l'emmener dans sa chambre. Alan essaya de s'interposer entre la jeune fille et son père. Robin, révolté par tant d'injustice, voulut se battre contre Fitz-Alwyn. Tous furent hélas très vite maîtrisés par les sbires du baron. On accorda à messire Alan Clare le droit de dormir au château ce soir-là, à condition qu'il reste sous bonne garde et qu'il parte à la première heure au petit matin. Quant à Robin et frère Tuck, ils furent jetés dans un cachot.
Le moine, dont le moral était inébranlable, se prépara à piquer un petit somme sur la pierre dure qui servait de paillasse. Mais Robin se mit à chercher un moyen de s'échapper. Il connaissait la réputation du baron, et savait qu'au château de Nottingham, on se faisait exécuter pour moins que ça. Le fameux Robin des Villes. Il n'est pas encore là, Robin des Villes. Là, on a Robin des Châteaux. On n'a pas encore Robin des Villes. Dans la forêt, Miss Marianne poussa un hurlement. Lens, agrippé par les crocs au mollet du bandit, ne lâchait pas sa prise. Mais le coquin asséna un coup de bâton sur la tête de la pauvre bête, qui s'effondra, évanouie. Alors, l'homme des bois saisit la belle et entreprit de la traîner jusqu'à sa cachette. Une grotte, pas très loin de là. Comme Miss Marianne se débattait pour lui échapper, elle aperçut l'éclat d'une dague, et le bandit s'effondra. Pleurant de peur, elle ouvrit les yeux et découvrit un autre homme, qui faisait bien 4 ou 5 têtes de plus qu'elle. « Dieu, pensa-t-elle, je suis perdue. Voici que j'échappe à un hors-la-loi pour mieux tomber dans les griffes d'un géant. » Alors, elle s'évanouit. À Nottingham, Robin cherchait un moyen de fuir le cachot humide et sombre. Frère Tuck faisait la courte échelle à Robin pour lui permettre d'accéder au barreau du soupirail, situé à 2 mètres au-dessus du sol, quand ils entendirent une clé tourner dans la serrure. Le minois de Miss Maud apparut dans l'encadrement de la porte. Elle tenait son doigt sur sa bouche pour leur intimer l'ordre de se taire. Lorsqu'elle reprit ses esprits, Demoiselle Marianne était étendue dans une grande salle à manger, éclairée de plusieurs torches, et réchauffée par une immense cheminée. Au-dessus de sa tête, 6 pères dieux ébahis la contemplaient avec admiration. « Poussez-vous, laissez-la respirer !» ordonna un garçon, dont les cheveux rouges formaient un halo flamboyant au-dessus d'un visage aimable. Il avait en outre 2 grands yeux bleus et un beau sourire rassurant. Marianne se leva sur son coude, mais la tête lui tournait. Une servante lui apporta de l'eau, puis on lui fit boire un bouillon qui lui chauffa le cœur et le corps. Enfin, elle fut en état d'entendre quelques explications. « Je m'appelle William, mais on m'appelle Will, l'écarlate, » dit le garçon aux cheveux roux. « Vous êtes ici chez mon père, le seigneur de Gamwell, et voici mes frères. » Les 5 frères de William bafouillèrent quelques paroles de bienvenue. Ils étaient d'ordinaire plus loquaces, mais la beauté de la jeune fille les empêchait ce jour-là de trouver leurs mots. Marianne sourit. « Vous avez de la chance que Petit Jean passe par là ?»« Petit Jean ?» demanda Marianne. « Qui est Petit Jean ?»« Petit Jean, parbleu, mais c'est mon cousin, celui qui vous a trouvé dans la forêt. » Puis il appela. « Jean, où es-tu, bon sang ? Viens dire bonjour à cette demoiselle que tu as sauvée. » Marianne vit alors apparaître le géant qu'elle avait entrevu juste avant de perdre connaissance. C'était donc lui qu'on appelait Petit Jean. Marianne éclata de rire. « Pourquoi riez-vous » demanda Petit Jean vexé. « Veuillez me pardonner, » répondit Marianne entre 2 hoquets. « C'est que je vous avais pris pour un géant. » En silence, Maud fit sortir Robin et frère Tuck de leur cellule. Ils enjambèrent le garde, qui dormait avec des ronflements sonores. Puis, elle les guida jusqu'à la petite chapelle du château. Jean Petit qui danse. « Ma maîtresse m'a chargé de vous libérer. J'ai endormi votre garde en versant une poudre dans son vin. » Elle poursuivit. « Maintenant, attendez-moi là. Je vais chercher messire Alan Clare. Je ne sais pas encore comment je vais faire pour me débarrasser de l'autre garde, celui qui veille devant sa chambre. »« Si j'avais mon arc, » soupira Robin. « Je l'ai récupéré, » répondit la demoiselle. « Le voici. » « Alors,
Je viens avec vous, dit Robin. La garde, j'en fais mon affaire. Ils suivirent les longs couloirs lugubres du château, jusqu'aux chambres des invités. Celle de Messire Clair était gardée par un homme en armes, qui dormait quasiment debout. D'une flèche bien placée, Robin cloua la chemise du garde par le col à la porte de la chambre. Puis, il le bâillonna pour l'empêcher de donner l'alerte. Ils libérèrent Alan et retournèrent vivement à la chapelle. Christabel les attendait, en compagnie de frère Tuck. « Je pars avec vous, dit-elle. Je ne puis rester une minute de plus à Nottingham. Je ne puis épouser l'homme à qui mon père m'a vendu. » Alan Clair se tourna vers ses compagnons. « Vous n'êtes pas obligés d'être mes complices. Vous pouvez rester ici et me laisser fuir avec Christabel. Vous savez que le baron ne nous pardonnera jamais si vous prenez part à cette aventure. Il n'aura de cesse de nous retrouver et de se venger. »« Je le sais, dit Robin. »« Je le sais aussi, dit frère Tuck. »« Emmenez-moi avec vous, supplia Maud. Je veux venir. » Ah, j'ai le nez qui gratte. Lorsque Robin, frère Tuck, Alan Clair, dame Christabel et la jolie Maud passèrent le pont-levis, avec la complicité du gardien, le jour se levait derrière la colline, et les premiers oiseaux poussaient leur chant du matin. La petite troupe s'enfonça dans la forêt de Sherwood. Leur seule chance de salut était de s'y cacher. Le jour se levait aussi sur le hall de Gamwell, où Marianne avait passé une bonne nuit. Elle pensait à son frère et aussi à ses hôtes de la veille, Gilbert et Marguerite Head. Ils devaient être morts d'inquiétude pour elle. Après un solide petit déjeuner campagnard, la demoiselle découvrait que les aventures donnent très faim, et jamais elle n'avait eu un si bel appétit. On décida que Petit Jean partirait au château de Nottingham prendre des nouvelles de messire Alan Clair, tandis que Will l'Écarlate irait chez Gilbert, rassurer le couple de forestiers sur le sort de Marianne. La demoiselle, quant à elle, attendrait confortablement installée que son frère vienne la chercher. Elle n'était pas mécontente de cette petite pause et des quelques heures de solitude que ce repos forçait à lui octroyer. Car, en vérité, elle avait besoin de réfléchir. Elle n'avait pas beaucoup vécu. Son existence avait été préservée des expériences les plus difficiles. Il forge le caractère. Mais elle n'était point sotte. Et ce qu'elle éprouvait pour Robin, elle savait que c'était de l'amour. Elle savait aussi que leur différence de conditions rendait cet amour impossible. Quand le baron Fitz-Alwyn se réveilla ce matin-là, il découvrit que sa fille avait profité de la nuit pour s'enfuir avec ce fourbe d'Alan Clair, ce brigand de Robin et ce diable de frère Tuck. Il entra dans une rage digne des pires colères de Zeus. Il fit sur le champ exécuter les gardes qui avaient laissé filer les prisonniers. Puis il brisa quelques meubles, fit sceller son cheval et partit à la recherche des fugitifs. Il jura qu'il aurait leur peau. Il connaissait Robin des Bois de réputation, et il savait que le garçon avait grandi dans la demeure du forestier Gilbert Head. C'est par là qu'il commença. Trouvant la brave Marguerite au puits, il la poussa violemment à l'intérieur de la maison et se mit à interroger les parents de Robin. Hélas, les deux forestiers étaient bien incapables de lui dire où étaient passés les membres de la petite troupe. Et quand bien même il l'aurait su, jamais il ne les aurait livrés à la colère du baron. Furieux, le vieux seigneur mit le feu à la chaumière et rentra à Nottingham. Il espérait que Robin, voulant venger ses parents, viendrait de lui-même le provoquer. Et cette fois, il l'anéantirait. Quand Will l'Écarlate arriva au logis de Gilbert Head, il ne trouva que des cendres. Il fit faire demi-tour à son cheval,
et partit au grand galop à la recherche de ses amis. Robin, Messire Alan Clare, frère Tuck, Miss Christabel et Miss Maud firent halte dans les bois. Voici ce qu'ils décidèrent. Ils commenceraient par demander asile au hall de Gamwell. Ils savaient que là-bas, ils trouveraient des hommes capables de tenir tête au baron, si ce dernier se lançait à leur poursuite. Ensuite, Alan Clare et sa douce Christabel prendraient la fuite avec Marianne, et ils iraient se réfugier en France. Mais alors qu'ils buvaient et se débarbouillaient à une source d'eau claire, ils entendirent une petite troupe arriver au galop. Vivement, Robin grimpa dans un arbre pour voir qui s'approchait. Et il découvrit le baron, la mine rouge de rage, suivi de 2 hommes en armes. « Fuyez !» dit Robin à ses amis. « Partez devant, je vous retrouve chez Gamwell. » Puis il se planta au milieu du chemin, l'arc tendu. Fitzalwyn et ses hommes tirèrent sur les rênes, faisant cabrer leurs chevaux. De 2 flèches bien placées, Robin mit hors d'état de nuire les 2 hommes de garde du baron. Fitzalwyn était à sa merci. C'est alors qu'il fut rejoint par Will l'Écarlate, bientôt suivi par Petit Jean, venu à sa rencontre. « Il a incendié la maison de Gilbert Head !» cria Will à Robin. « Où sont les autres ?»« Pardon. »« Parti chez Gamwell » répondit Robin. « Maintenant à nous, baron !» Robin banda son arc et visa le cœur de Fitzalwyn. À genoux, le baron pleurait et le suppliait de l'épargner. « Arrête, ne fais pas ça !» C'était Messire Alan, qui n'avait pas pu se résoudre à laisser Robin seul affronter le danger. Laissant Christabel et Miss Maud aux bons soins de frère Tuck, il avait fait demi-tour pour rejoindre son ami. Au nom de Christabel, de la douce et tendre demoiselle qui a volé mon cœur, je t'en supplie, Robin, épargne le père. Très bien, conda Robin. Mais alors, baron, promettez-moi que vous accorderez à ce gentleman la main de votre fille, et qu'il n'aura pas à fuir son pays pour épouser Christabel. Le baron jura, et à regret, Robin lui laissa la vie sauve. Tout le monde se retrouva au hall de Gamwell. Marianne fut tellement heureuse de revoir Robin qu'elle se jeta à son cou. Autour de la table du dîner, on organisa les plans pour la suite. Robin retournerait à la clairière pour enterrer ses parents. Puis, il aiderait Alan Clare à s'installer dans le pays, maintenant que le baron Fitzalwyn avait donné son consentement pour le mariage. En attendant, tout ce petit monde fut invité à rester à Gamwell, où la vie était douce et heureuse, et où il pouvait reprendre des forces. Robin était triste, et il avait du mal à calmer sa colère et son désir de vengeance. Mais sa peine était allégée par les doux élans de l'amour. Hélas, à Nottingham, le baron préparait sa vengeance. Il avait peut-être promis de laisser sa fille se marier, mais il n'avait aucune intention de tenir sa promesse. Furieux, il réfléchissait à la meilleure manière de détruire Robin, Alan Clare et Petit Jean. Sa colère s'abattrait également sur toute la famille Gamwell, qui avait prêté refuge à ses ennemis. C'est chez eux que Christabel demeurait encore, dans le péché, au lieu de se trouver avec lui au château. Il déposa une plainte auprès du roi Henri II, exagérant grandement les prétendus forfaits de Robin. Cananza, nouveau dieu. Le roi fut assez facile à convaincre, car il avait entendu dire que ce Robin, de par sa haute naissance, pourrait prétendre au comté de Huntington. Or, c'était l'abbé de Ramsay qui était en possession de l'héritage du jeune homme à ce moment-là, et l'abbé était l'un de ses plus fidèles soutiens.
Henri II avait donc tout intérêt à sacrifier Robin au profit de l'abbé. Ainsi, le roi proscrit Robin et décréta que la famille Gamwell, qu'il avait protégée, serait dépossédée de ses biens et chassée de ses terres. Ah, il y a des dieux très souvent sur cette chaîne. Mais j'avoue que le dieu Organanza... Ben, il va falloir qu'on fasse un panthéon. Hein. On va devoir décider d'un panthéon, parce que ça va pas être possible. Par un petit matin clair, quelques chevaliers, chèrement payés pour faire la sale besogne, aidèrent les hommes du baron Fitzaluin à mettre le feu à tout le comté, chassant les paysans et tous les habitants du Hall sur les routes. À l'abri sur la colline, près d'une petite chapelle épargnée par la colère du baron, Robin et ses amis virent partir en flammes tous leurs rêves de paix et de bonheur. Ils n'avaient plus nulle part où aller. Va falloir que vous vous penchiez dessus. Va falloir qu'on fasse... prochain stream, faut qu'on essaye de faire un récapitulatif de tous les dieux de la chaîne. Robin connaissait, dans un endroit assez éloigné des sentiers battus, un petit coin de paradis, caché au creux de la forêt de Sherwood. Il y avait là une source où s'abreuver, et une vaste grotte où s'abriter pendant les jours de très mauvais temps. C'est là que Robin, les frères Gamwell, Petit Jean, Miss Maud, frère Tuck, et tous les paysans et domestiques chassés de leurs terres se retrouvèrent. Robin, naturellement, prit la tête des opérations, et très vite, un campement s'installa dans la clairière. Le point de ralliement était un immense arbre, plusieurs fois centenaire, autour duquel on se retrouvait chaque jour pour prendre des décisions et parler des affaires du camp. La première de ces décisions fut de désigner un chef, et c'est Robin qui fut choisi, à l'unanimité. Il en fut très ému et honoré. C'était une grande responsabilité pour un si jeune homme. Mais Robin connaissait la forêt mieux que quiconque. Et puis, il ressentait une force nouvelle, nourrie par sa colère et son sentiment d'injustice. Ses parents adoptifs, qui avaient été si bons pour lui et qui n'avaient jamais fait de mal à personne, avaient péri sous les coups d'un seigneur au cœur dur, un homme cruel et mauvais. Robin n'avait pas l'intention de l'oublier. Dans un premier temps, Messire Alan Clare, quant à lui, voulut rentrer à Londres avec sa sœur Marianne et demoiselle Christabel. Mais les routes étaient surveillées par les hommes du roi. Ils furent donc obligés de rester avec la compagnie des hommes des bois. Robin et demoiselle Marianne s'en trouvaient plutôt bien. Ils eurent plus de temps pour apprendre à se connaître. Chaque jour qui passait renforçait leur amour. Robin emmenait Marianne chasser avec lui et lui apprenait à reconnaître les oiseaux, à découvrir les bienfaits et les vertus des plantes et des fleurs. Messire Alan Clare demanda à frère Tuck de le marier à Christabel. Ce fut le premier mariage, célébré sous l'arbre du rendez-vous. Frère Tuck, très ému, unit ses deux compagnons et en fit une jolie fête. Puis la vie reprit son cours. L'existence était d'ailleurs assez heureuse au camp, dirigé par Robin avec l'aide d'Alan, de Will l'Écarlate et de Petit Jean. Très vite, le bruit se répandit dans les comtés voisins qu'une nouvelle communauté était née. On pouvait y vivre paisiblement, loin de la misère, de la servitude et de la violence des seigneurs, à condition de respecter les autres et de faire sa part des corvées. On était libre de s'y aimer aussi, et frère Tuck célébra bien des mariages sous l'arbre du rendez-vous. Des hommes et des femmes vinrent rejoindre la troupe, et Robin leur apprit à survivre dans la forêt, et à manier comme personne l'arc et les flèches. C'est ainsi que fut formée la bande des joyeux compagnons.
Un soir, comme toute la compagnie était rassemblée sous l'arbre pour tenir conseil, Alan Clare, qui s'occupait de gérer les ressources et les vivres, souleva un problème. La communauté s'agrandissait. On avait assisté aux premières naissances, d'autres allaient suivre. La chasse ne suffisait plus à faire vivre tout le monde. Et puis, la compagnie venait en aide aux pauvres et aux déshérités. Pour cela aussi, il fallait trouver de l'argent. De riches Normands traversent souvent la forêt et prennent le chemin qui passe à 1 heure de marche d'ici, dit Will l'Écarlate. Si nous pouvions prélever un peu de leurs richesses, pour mieux les redistribuer, précisa Petit Jean. Vous avez une âme de gredin, finalement, plaisanta frère Tuck. C'est pour la bonne cause, conclut Robin. Et puis nous ferons cela sans violence, et sans verser le sang. Comment réaliserons-nous cet exploit ? Demanda Petit Jean, qui aurait préféré casser quelques caboches normandes à coups de bâton. L'idée était simple, et ils la mirent à exécution dès le lendemain. Il suffisait de barrer la route aux riches normands qui passaient par là, puis de leur proposer une halte touristique. On faisait un peu de folklore, on veillait à ce qu'ils ne puissent jamais retrouver l'emplacement du camp, puis on leur servait un repas typique de la région. Au menu, gibier et vin local. Et les gars, ils ont monté un office du tourisme. Quand les Normands, repus et assommés par le vin, s'endormaient, les hommes de Robin les dépouillaient de leur argent. Ensuite, on les ramenait sur le chemin, où ils se réveillaient l'estomac un peu lourd, mais le porte-monnaie bien plus léger. Pendant que Robin et sa compagnie faisaient ainsi vivre tous les pauvres du comté, la couronne d'Angleterre traversait des heures difficiles. Le roi Henri II mourut, laissant sur le trône son fils Richard, un homme intelligent et bienveillant. Mais rapidement, Richard dut partir en croisade, et c'est son frère, le prince Jean, qui prit le contrôle du pays. Or, Jean était cruel, mauvais et avare. Lorsque Richard rentra, quelques mois plus tard, son frère avait fait beaucoup de dégâts. Le pouvoir était entre les mains des seigneurs les plus avides. Les mœurs étaient corrompues et le royaume appauvri. Craignant la colère de son frère, Jean partit se réfugier chez son ami, le sinistre baron Fitz-Alwyn. Or, le baron n'avait pas oublié sa rancune, et il cherchait toujours le moyen de se venger de Robin. Il avait pris à sa solde un personnage connu pour sa cruauté, William Grey. Celui-ci avait interrogé quelques paysans pour leur faire avouer l'emplacement du camp. Mais jusqu'à ce jour, personne n'avait parlé. Par un matin de printemps, Robin retrouva Marianne sous l'arbre du rendez-vous. Il se mit à genoux et lui demanda sa main. Il était pauvre et sans titre, mais il l'aimait de tout son cœur. Marianne lui sauta au cou, car elle n'attendait que cela depuis longtemps. Le soir même, frère Tuck célébra leur union. On donna une très belle fête, digne des fées des bois. Robin commençait presque à croire que le bonheur était encore possible dans la forêt de Sherwood. Le roi Richard, quant à lui, marchait avec ses hommes vers le château du baron Fitz-Alwyn, résolu à ne pas laisser son frère s'en tirer à si bon compte. Quand Robin apprit la nouvelle, il rassembla ses meilleurs archers. Il disposait d'une petite armée d'hommes robustes et capables de se battre. Ils étaient moins nombreux que les sbires du baron, mais ils étaient déterminés. Les deux armées, celle des forestiers et celle du roi, se retrouvèrent donc à la nuit tombée, près des murailles de Nottingham. Robin et ses hommes s'étaient installés sur la colline en face, et ils observaient dans la plaine le déploiement des forces royales.
La situation était pour le moins inattendue. Mais puisqu'ils n'étaient pas les seuls à vouloir la défaite du baron, autant en profiter. La bataille eut lieu à l'aube, le lendemain. En armure, les chevaliers du roi Richard attaquèrent les hommes de Fitzalwyn, des mercenaires cruels et sans honneur. Robin retenait ses compagnons. Il attendait le moment propice pour venir en aide aux forces du roi. Alors que les hommes du roi Richard commençaient à fatiguer et à perdre du terrain, ils virent une horde de forestiers arriver de la colline, vêtus comme des paysans, mais maniant l'arc comme personne. Grâce à leur aide, le prince Jean fut contraint à se rendre. Robin hésita à se faire connaître au camp du roi. Sa tête était mise à prix, et il jugea qu'il était plus prudent de se retirer dès la fin de la bataille. Il rassembla ses hommes, et sans s'éterniser, ils rentrèrent au camp. Le roi Richard, quant à lui, ne pouvait oublier cette bande de forestiers qui était apparue au moment de livrer bataille. Il avait été intrigué par la valeur de ces combattants inattendus. « Qui sont ces hommes » demanda-t-il à son chef de guerre. Ils n'avaient pas l'air d'avoir du sang noble, mais ils se battaient comme les meilleurs et les plus braves de nos chevaliers. Hélas, personne dans la suite ne pouvait lui répondre. Au village, le roi gagna la confiance des habitants. Il questionna et interrogea tant et si bien que l'un d'entre eux finit par lui parler de la compagnie des hommes des bois et par lui révéler l'emplacement du campement. Le roi Richard décida qu'il devait absolument s'en rendre compte par lui-même. C'était la première fois qu'il entendait parler de cette communauté, et il était très curieux de rencontrer ce fameux Robin. Il se déguisa en moine et se fit mener non loin du chemin où les hommes de Robin avaient coutume de chasser le Normand. Il tomba sur Petit Jean, qui cueillait des fleurs pour sa belle. Le roi Richard prétendit s'être perdu, et tout naturellement, Petit Jean lui offrit l'hospitalité. « Vous verrez, dit-il, c'est simple, mais vous ferez le meilleur souper de votre vie. » C'est ainsi que Richard, incognito, fut invité sous l'arbre du rendez-vous. « Quel repas délicieux !» dit-il en se grattant le ventre. « Je ne regrette pas de m'être perdu. » Robin sourit. Depuis le début de la soirée, il se doutait que cet aimable moine n'était pas celui qu'il prétendait être. Le roi, quant à lui, passait une excellente soirée. Il découvrait en Robin un compagnon digne de lui. Il fit également la connaissance de la douce Marianne, de Miss Christabel et de Messire Alan Clare. Vraiment, cette forêt était mieux fréquentée que la cour d'Angleterre. Ah, il avait une faim de moineau aussi. Avant de se coucher pour la nuit, sur un tapis de feuilles, agrémenté d'une peau de bête en guise de couverture, Richard révéla à Robin sa véritable identité. Mais il ne refusa qu'on l'installe dans l'une des huttes les plus confortables. Il voulait dormir à la belle étoile, comme un homme des bois. Le lendemain matin, tandis que Robin escortait son roi jusqu'au village, Richard fit une promesse. « Vous retrouverez votre titre et votre héritage, et vous serez lavé de toutes les accusations qui pèsent sur vous. Je vous en fais le serment. » Sur le chemin du retour, Robin se mit à rêver d'une autre vie. Son existence de sauvageon était peut-être terminée. Il retrouverait le titre dont il avait été spoilé le jour même de sa naissance, et il offrirait enfin à Marianne une vie digne de son rang. Richard rentra à la cour avec la ferme intention de faire la lumière sur toute cette affaire. Mais il fut rapidement rattrapé par les affaires du royaume, et très vite, il dut repartir à la guerre. Avant même d'avoir pu rendre son titre à Robin, il mourut au combat. De nouveau, l'Angleterre tomba entre les mains du prince Jean,
et le pays sombra dans le chaos. La compagnie de Robin était désormais le seul endroit du royaume où régnait encore la justice et la paix. Robin, dont la réputation avait grandi, comptait de nombreux ennemis, parmi lesquels se trouvait l'abbé de Ramsay, qui aurait bien voulu se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. À la mort du roi Richard, l'abbé alla trouver le shérif de Nottingham. Après sa cuisante défaite, le shérif avait pris la fuite et trouvé refuge à Londres, où sa cruauté et son talent pour les intrigues de cour lui étaient très utiles. Ensuite, l'abbé demanda une audience au prince Jean. « Mon prince, dit-il, vous souvenez-vous de ces forestiers qui ont aidé votre frère à vous déloger du château de Nottingham ? Si je m'en souviens, parbleu, on n'a jamais réussi à mettre la main sur cette bande de coquins. Je crois savoir où ils se cachent. Il se trouve que j'ai moi-même eu à souffrir de leurs sales manières et que je me suis fait dépouiller par cette compagnie de malandrins. » Le roi fit venir William Grey et lui demanda d'attaquer le camp des compagnons de la forêt. Il mit à sa disposition une belle somme d'argent pour lever une petite armée de chevaliers. Les hommes du mercenaire s'installèrent au village de Nottingham. Il fallait tout d'abord localiser l'emplacement exact du camp de Robin. Le shérif commença par terroriser les villageois, puis il les obligea à parler. Mais Robin avait été prévenu, et il organisa la défense du camp. Perché dans les arbres, armé de gourdins, de flèches et de lances taillées dans le bois, Robin et ses compagnons attendirent la venue des hommes du shérif. Dès que les chevaliers, sûrs de leur force, approchèrent du campement, ils furent assaillis. Les flèches pleuvaient du ciel, et des hommes se jetaient sur eux depuis les branches des arbres en poussant des cris féroces. Ils firent demi-tour. Le shérif, dépité, rentra au camp de base. Par 2 fois, il avait été battu par Robin. Par 2 fois, une bande de forestiers avait mis en échec ses chevaliers entraînés et protégés par leurs lourdes armures. C'était peut-être justement là le problème, lui chuchota l'abbé. Vos hommes sont trop lourds. Leurs armures les empêchent de se mouvoir. Ces forestiers sont agiles et libres de leurs mouvements. Combattez-les à leur manière. Le conseil était judicieux, et le shérif prit la peine de l'écouter. Il rassembla ses hommes et leur exposa son plan. Nous prendrons la compagnie par surprise, en pleine nuit, et nous les combattrons avec leurs propres armes. Des flèches, des gourdins et des lances. Qui est avec moi ? La solde était bonne. 40 hommes acceptèrent de renier tous les codes de la chevalerie pour suivre le shérif. Une fois encore, Robin fut prévenu. Il rassembla ses meilleurs hommes et partit avec Petit Jean et Will l'Écarlate pour tendre une embuscade aux soldats du shérif. Il voulait les attendre sur le chemin et les repousser avant même qu'ils puissent aller plus loin. C'était une nuit sans lune. Au camp, un feu éclairait l'arbre du rendez-vous, où les femmes s'étaient rassemblées pour attendre, en silence, le retour des combattants. Mais dans la forêt, il était très difficile de trouver son chemin. Robin connaissait les bois mieux que sa poche, mais les hommes du shérif, eux, furent très vite complètement déroutés. Ils perdirent la trace du sentier qui menait au chemin principal, où les attendait Robin. Errant sans but entre les arbres, ils arrivèrent non loin du camp. C'était trop beau pour être vrai. La première chose que les mercenaires virent en arrivant, ce furent les femmes, groupées sous l'arbre du rendez-vous. Alertés par une sentinelle, Robin et ses amis s'empressèrent de regagner le camp, où ils découvrirent un spectacle d'horreur. Une vingtaine d'hommes à pied, armés de flèches et de gourdins, semaient la terreur.
Ils avaient mis le feu aux garde-manger et s'attaquaient désormais aux cabanes construites au pied des arbres. Ils tuaient tous les hommes qui se trouvaient sur leur passage. Les femmes et les enfants, terrifiés, couraient en tous sens. Robin, décrochant ses flèches, cherchait Marianne du regard. Il ne la voyait nulle part. Soudain, il l'aperçut. Comme elle tentait d'organiser la fuite des autres femmes, le mercenaire l'avait prise pour cible et il la visait avec son arc. Robin était trop loin pour avertir sa bien-aimée. Il prit une flèche dans son carquois et visa William Grey, qui au même instant tira sur Marianne. Robin tira lui aussi et frappa Grey en plein cœur. Mais la belle était touchée. Lentement, elle s'effondra sur le sol, au pied de l'arbre du rendez-vous. Attendez, il y a Picsou qui fait de la caca. Pix, qu'est-ce que tu fais? Robin était blessé à la jambe, mais il ignora la douleur et s'élança, bravant la pluie de flèches qui s'abattait sur le camp. Tombant à genoux, il prit Marianne dans ses bras et embrassa son beau visage. Elle lui offrit un dernier sourire avant de mourir. Quand le jour se leva, la compagnie des hommes des bois avait réussi à repousser l'attaque, mais elle comptait plusieurs morts parmi ses braves. Les dernières braises refroidissaient dans la brume du petit matin. Le camp n'était plus qu'un paysage désolé. Robin, à genoux, pleurait la mort de Marianne. Il la tenait dans ses bras et refusait de la quitter. Frère Tuck dut lui parler jusqu'au milieu du jour, pour qu'il accepte de laisser les femmes l'habiller et la laver. Puis, on l'enterra sous l'arbre du rendez-vous. On raconte que Robin quitta le camp pendant 1 an, qu'il songea à se faire moine, puis pirate. Mais Robin appartenait à la forêt de Sherwood, et il revint. Alan, Huile l'écarlate et Petit Jean avaient tout reconstruit en son absence, et Christabel avait veillé à fleurir tous les jours le pied de l'arbre du rendez-vous. Ils embrassèrent leur ami, et Robin reprit sa place au sein de la compagnie des hommes libres et joyeux. Et c'était la fin. On est d'accord que ça change clairement du Disney. J'ai envie de dire, vous devez avoir l'habitude maintenant d'avoir des contes qui changent pas mal des Disney. Quand même un paquet de contes. Même la petite sirène n'avait rien à voir avec le conte, avec le dessin animé Disney. On en a lu un paquet qui vraiment ne ressemblait vraiment pas à la version édulcorée de Disney. Donc ah si. Je t'en vais. Tiens, Picsou l'a pas bouffé celui-là. Si, il y a une légère trace là. Je peux déjà vous montrer le livre du mois prochain. Il est là. Il est tout beau. Je sais pas s'il va se voir. S'il se voit à peu près 1000 ans de contes sur la mer. Des éditions de Milan. Pour une fois, on change. En fait, Pauline l'a trouvé au Cultura et elle me l'a montré en mode ah tiens, j'ai trouvé ça et des contes. J'ai commencé à le feuilleter. Je dis ah oui, ça va, c'est sympa. Par contre, c'est écrit. Sur celui-là, je vais vraiment pas me plaindre qu'il n'y a pas assez de texte. Alors, je sais pas si la page se voit, la page se voit un peu mal, mais c'est blindé de texte. Il y a quasiment que du texte et pas d'image. Donc, je t'avoue que je l'ai quasiment pas feuilleté.
Alors, attends, je vais te dire ça. Est-ce qu'il y a Moby Dick? Je ne pense pas. Parce que Moby Dick, c'est quand même un gros pavé. Pixel. T'as rien à faire là derrière. Non, alors attends, je peux déjà vous citer les comptes. 1000 légendes sur les pères. Non, comme dit, le prochain, ça doit être 1000 légendes. 1000 ans de contes, l'horreur. Faudrait que ce soit ça, donc... Elle se balade. Ah, attendez, en plus, il y en a un paquet, il y en a 28 comptes. Hein. Le premier, c'est Comment la mer devint salée, la légende du narval, le secret des poissons, le crabe qui jouait avec la mer, la baleine et son gosier, comment naquirent les hippopotames, les phoques, la tortue mer, Vaillari le requin. Ensuite, on a Mary Read, nom de la pirate irlandaise, si je ne dis pas de bêtises, le roi curieux, le bûcheron qui rêvait de voir la mer, Pinocchio et le terrible requin, Urashima Taro, ça je dirais que c'est un conte japonais, la fée de l'océan, la guerre des poissons, la grotte des Korrigans, ça m'intéresse beaucoup, la petite sirène, on aura à nouveau une version de la petite sirène, le grand serpent de mer. Ensuite on a les trois vagues, l'enfant et l'ondin, l'oreille de la mer. C'est quoi ce conte? Abdoul de la mer et Abdoul de la terre. Je sais pas. Le poisson aux écailles arc-en-ciel, fleur de sel, les grands oiseaux blancs, le petit poisson d'or et les mangeurs de mots. Voilà, on aura tout ça. Donc, et c'est quand même écrit... Pixel, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? En train de chercher un truc dans mes papiers. Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que vous faites, mademoiselle Poupette? Hein? Mademoiselle Curieuse? Ça vous suffit pas la curiosité, hein? Hein? T'es curieuse. Non, attends, ça non. Tu joues pas avec le... Elle veut jouer avec un capuchon de tourtelle. J'ai pas jarté de mon bureau. Hein? Parce que ça, c'est du métal. Enfin, c'est du métal. Si, en partie, c'est du métal. Donc voilà. Il y aura tout ça pour le mois prochain. Franchement, pour un enfant, je vous le conseille parce qu'il y a un truc par ordre d'apparition. Un index d'âge, un index de temps de lecture. Donc, ça peut être sympa. Pixel, qu'est-ce que tu fais? Oh! Et je viens de voir la petite sirène, ça dure 44 minutes de lecture. Il y aura de quoi faire sur la petite sirène. Ça sera sur plusieurs lives. Ouais, ça sera sur plusieurs lives, celui-là aussi. Clairement. Pixel. Oh. Pardon, je t'ai shooté. Non, mais je vous la présente parce que là, je sais pas ce qu'elle a. Mais voilà. Pauline n'est plus là, mais si quelqu'un veut la récupérer, je la donne. Hein. C'est gratuit. Regardez, en plus, elle a un petit bidou. Un tout petit bidou. Allez, file. Ah, je vous jure. Toc. Par Mons et par vos index des lieux et tout. Non, ça va être quelque chose, je pense. Conte de la mer. On va voir. Son quart d'heure de folie. Elle en a plus d'un. Elle en a 2 ou 3 des quarts d'heure de folie dans la journée. Donc après là, on n'a pas beaucoup été là dans la journée. Ce matin, on a été à la piscine. Ensuite, on était invité chez mon frère. On est rentré vers 16h. Donc malheureusement, je ne peux pas. Pauline me tuerait si je donnais cette pauvre petite chatoune. Donc je ne peux pas. À moins que quelqu'un sur YouTube se dévoue. Voilà. Sachez-le, YouTube, vous pouvez peut-être l'avoir. On organise un jeu concours. Allez sur cette bêtise YouTube. Je vous fais des bisous. Des bisous YouTube et puis on se retrouve à la prochaine. Bisous.